on va continuer sur cette quatrième table ronde et la dernière de la journée, où on va revenir dans le monde merveilleux des pénalistes, puisque cette table ronde s'intitule « Les enquêtes internes dans la lutte anticorruption et pour le respect du devoir de vigilance ». Alors, c'est deux thématiques qui étaient déjà approchées en filigrane lors des dernières interventions et que nous allons cette fois-ci creuser un peu plus. Alors, c'est assez intéressant finalement parce que je constate que ça fait écho à une certaine actualité, puisque l'AFA et le PNF viennent de publier un guide sur les enquêtes internes en matière de lutte anticorruption. Et c'est un guide qui fait référence de manière abondante à la jurisprudence de la Chambre sociale et qui montre qu'il y a une interconnexion finalement entre les matières. C'est ce que vous disiez, Madame le professeur. À défaut d'avoir pour l'instant une jurisprudence unifiée, on va chercher la jurisprudence du côté de la Chambre sociale, alors même qu'on l'applique à la matière pénale. Mais ce guide aussi, et je ne peux pas trop défricher le terrain, puisque ce sera abondamment évoqué, mais ce guide, dans son introduction, indique qu'il pourrait aussi recevoir une forme d'application au-delà de la matière de la lutte anti-corruption. Alors, pour nous parler de ces thématiques, nous avons M. Benjamin Clady. Vous avez commencé votre carrière dans l'audit et puis vous êtes aujourd'hui à l'Agence française anticorruption. Vous êtes adjoint du chef du département de l'appui aux acteurs économiques. Madame Céline Guillet, vous êtes premier vice-procureur adjoint au parquet national financier. Madame Lydia Mediani, vous êtes directrice juridique en charge de la compliance des droits humains et environnementaux et de l'éthique au sein de Nestlé. Madame Sophie Skemla, vous êtes avocate associée chez Gide et bien évidemment très au fait de ces questions. Et enfin, Monsieur Stéphane Bonifaci, vous êtes également avocat. Vous avez notamment participé activement à la rédaction du guide qui a été évoqué tout à l'heure sur l'enquête interne du CNB en 2020, si je ne me trompe pas. Et c'est un guide qui devrait recevoir peut-être cette année une actualisation, puisqu'un groupe de travail y consacre un temps assez important. Alors, j'en profite, Sophie a participé également, et dans la salle, Bénédicte Caronéan ont participé également à ce guide, je le montre, l'avocat français et les enquêtes internes, guide du CNB, disponible sur le site du CNB et mentionné dans la bibliographie que tu nous as donnée, Mathieu. C'est le risque de citer des noms, c'est qu'on en oublie forcément. Donc, désolé, Sophie. Je vous propose qu'on ouvre avec Monsieur Benjamin Clady, qui pourra peut-être nous évoquer justement le guide que j'indiquais en introduction et nous faire sa présentation. Merci beaucoup et puis merci au CNB de nous accueillir et d'avoir organisé ces deux journées passionnantes autour de l'enquête interne. Alors, au risque de décevoir certains, je vais tout de suite réduire un tout petit peu le champ de l'enquête interne, puisque le guide dont il a été fait mention s'intitule « Les enquêtes internes anticorruption ». Voilà, qui correspond un peu à notre champ de compétences. Alors, pourquoi un guide pratique co-rédigé avec le PNF ? Tout simplement parce que ça s'inscrit dans la mission de l'AFA d'essayer de contribuer à aider les personnes morales qui sont confrontées éventuellement à des faits de corruption, d'essayer de prévenir ces faits et puis de les détecter pour ensuite en réserver un traitement adéquat. Évidemment, ce guide, je veux d'abord préciser qu'il fait état de bonnes pratiques, qu'il n'a pas de valeur contraignante. Ce ne sont pas des lignes directrices, ce ne sont pas des recommandations publiées au journal officiel. Donc, c'est une collection de ce qui nous semble être des bonnes pratiques en la matière. Et je vais vous dire, à mon sens, ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un guide qui est principalement destiné aux avocats. Alors, désolé de commencer comme ça. On l'a écrit en le destinant plutôt aux entreprises et notamment aux personnes qui ont à connaître des sujets à l'intérieur de l'entreprise. Si vous voulez un guide destiné aux avocats, il y a l'excellent guide sur l'avocat français dans les enquêtes internes du 12 juin 2020, voilà, dont on a pris connaissance à bien des égards et dont on a tenu compte au moment de la rédaction. Alors, il peut y avoir des points de divergence par moment, mais c'était un document très utile.
La deuxième chose à propos de ce guide, ce qu'il n'est pas plutôt, c'est pas un guide sur l'enquête interne. Donc, je l'ai bien mentionné, c'est un guide sur l'enquête interne anticorruption. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de principes généraux sur la gouvernance d'une enquête interne ou sur l'organisation d'une enquête interne dans l'entreprise qui ne peuvent pas trouver à s'appliquer dans d'autres matières que l'anticorruption. Pour autant, même s'il ne faut pas tomber dans le piège de dire que toutes les enquêtes internes sont singulières, auquel cas on n'est plus capable, ni en droit, comme le mentionnait le professeur Frison-Roche, mais non plus en gestion de traiter ces enquêtes. Il ne faut pas tomber dans ce piège de la singularité. Pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'une harmonisation globale de toute forme d'enquête interne, parce que en réalité, je pense, voilà, moi, pour me référer à mon passé de praticien, qu'on ne traite pas du tout de la même manière une enquête interne en matière de fraude en entreprise, de corruption ou en matière sociale, en matière de harcèlement moral. Ce n'est pas les mêmes personnes qui vont mener l'enquête, ce n'est pas les mêmes outils d'enquête, ce n'est pas les mêmes actes d'enquête. Donc, il y a vraiment des choses assez différentes là-dedans. Pour autant, on peut avoir un cadre commun et c'est ce qu'on a essayé de décrire dans ce guide. Pour vous parler désormais un peu du contexte de ce guide, en fait, on avait fait une première mention dans un document commun qu'on avait déjà rédigé avec le PNF en 2019, qui était des lignes directrices pour le coup. Donc les lignes directrices AFA-PNF, plutôt tournées autour de la justice négociée, où on affirmait que l'enquête interne était une manière de démontrer, une manière pour l'entreprise de démontrer sa bonne foi pour peut-être entrer en voie de CEGIP. Madame le procureur y reviendra. Au-delà de cette mention, le contexte, c'est-à-dire la multiplication des alertes avec notamment l'inscription en droit positif par la loi Sapin II, puis par la loi Wasserman et puis par son décret là, du 3 octobre 2022, le développement des alertes internes nous a conduit un petit peu à essayer de décrire pour expliciter ce qui se passait après l'alerte interne. Vous savez que dans la loi de Sapin II, l'un des 8 piliers, c'est la mise en place d'une ligne d'alerte interne anticorruption. Et très vite, dans notre action de conseil auprès des entreprises, on nous a posé la question en nous disant moi maintenant, j'ai mis en place mon dispositif d'alerte interne, je dois vérifier les allégations ou les faits qui me sont soumis, comment je fais, qu'est-ce que je fais. Et donc, on nous a dit que ce serait intéressant qu'on écrive sur ce sujet. Et enfin, peut-être dernier point pour vous dire ce que n'est pas ce guide, ce n'est pas un guide pratique sur la manière de mener des investigations internationales. Voilà. Alors, à plusieurs reprises, on a fait mention d'éléments d'extranéité qu'il faudrait peut-être prendre en compte et qui sont importants de garder en mémoire pour une entreprise qui pourrait avoir une dimension internationale. Pour autant, nous, on n'est pas compétents pour expliquer ce qu'est le droit d'autres pays en la matière et comment il doit s'articuler avec le droit français. Et donc ça, c'est une limite assez forte de ce guide que je tiens à souligner, mais qui est un peu due à la place depuis laquelle on parle. Donc, c'est un peu votre travail, sans doute à vous en tant que praticien, d'expliquer à vos clients comment tout ça s'articule, ce qui a été fait en l'occurrence dans le guide sur l'avocat français et les enquêtes internes. Sur la construction du guide, maintenant, peut-être quelques éléments. Donc, on a coécrit un premier jet avec le parquet national financier, et comme tous les guides de l'AFA qui sont destinés aux acteurs économiques, on l'a soumis à une consultation publique. Et donc, cette consultation publique, c'est l'occasion d'enrichir le document et de recueillir vos commentaires. On a fait ça en avril 2022, et donc on a sorti un an après la version définitive qui tient compte de l'essentiel de vos commentaires. Enfin, je dis de l'essentiel de vos commentaires puisque le CNB, entre autres, nous a répondu, mais en réalité, il y a eu plus de 15 contributions agrégées de fédérations professionnelles, le MEDEF, la FEP, etc., la FJE, enfin des grandes associations professionnelles, et puis un peu plus d'une centaine
de contributions individuelles de certains cabinets d'avocats, cabinets d'expertise comptable, cabinets d'audit, etc. Entreprises parfois qui ont choisi de nous répondre. Et ça, je veux peut-être le souligner parce que c'est assez original dans la manière de construire les guides pratiques, en tout cas de l'administration. Et je veux vous inciter à l'avenir, pour les prochains guides, à ne pas hésiter à nous répondre, y compris à titre individuel, parce que c'est comme ça qu'on essaye de construire ou de co-construire ensemble cette soft law, ou de regrouper un certain nombre de bonnes pratiques. Et si on est coupé des praticiens, évidemment, la qualité des documents derrière s'en ressent, ce qui n'est pas très bon pour la place de marché. Parce que j'aime bien les chiffres, c'est mon passé d'ancien auditeur qui me rattrape. Je veux vous dire aussi qu'on tient compte de vos remarques. On tient compte de vos remarques sur les 340 propositions de modification qu'on a reçues, uniques. On en a accepté tel quel 39%, partiellement 34%, et on en a rejeté que 26%. Donc c'est vraiment un travail de co-construction avec vous qu'on essaye de faire. Ensuite, sur le guide en lui-même, et ce que vous pouvez trouver dedans, et puis après je laisserai la place, ou j'ouvrirai la place au débat et aux autres intervenants. C'est un guide qui est structuré en 3 parties. Alors je vais le montrer aussi. Voilà. Donc on a fait un effort, nous, de présentation, de mise en forme. Voilà. Voilà, tout à fait remarquable, avec une loupe, voilà, puisqu'il s'agit d'une enquête interne. Donc, il est structuré en 3 parties. La première partie essaye de présenter de façon schématique les cas d'ouverture d'une enquête interne, qu'elle procède, par exemple, d'une alerte par l'article 17, mais il y a des tas d'autres dispositifs d'alerte qui peuvent fonctionner. On parlera peut-être du devoir de vigilance, etc. On a parlé aussi d'autres cas, tout simplement l'entreprise diligente un certain nombre d'audits internes, de contrôles internes, au cours desquels elle peut découvrir des faits qui peuvent faire l'objet ensuite d'une enquête interne. On a aussi parlé des enquêtes externes. Normalement, l'entreprise, au quotidien, quasiment, dans ce pays, est visitée par un certain nombre d'autorités externes, d'autorités ou de régulateurs, des commissaires aux comptes, l'URSSAF, l'administration fiscale qui est assez présente, etc., etc. Et donc, toutes ces administrations souvent sont tenues par l'article 40 du Code de procédure pénale et peuvent découvrir des faits à cette occasion et les rapporter, puisque c'est leur devoir, au procureur de la République. Le commissaire aux comptes a aussi ce devoir-là quand il découvre des faits. On a également ici mentionné les conséquences qu'il fallait tirer de ces différents modes d'ouverture d'une enquête interne, que vous retrouverez dans la première partie, avec notamment tout ce qui est consécutif à une demande d'une autorité étrangère, où on a fait le point avec le CICE, le service d'information stratégique et de sécurité économique du guide, qui a été consulté entre la version de consultation et la version finale, notamment puisque le CICE est désormais le guichet unique auquel doivent s'adresser les entreprises et qui met en œuvre éventuellement la loi de blocage de 1968. 2 autres administrations ont également été consultées. La Direction générale du travail, entre la version de consultation et la version finale, ce qui explique qu'un certain nombre de jurisprudences de droit social soient citées, tout simplement parce que dans la mesure où on a essayé de se placer dans les bottes ou dans les chaussures d'une entreprise, évidemment, l'entreprise, elle n'agit pas dans le cadre du droit pénal. Elle agit en tant qu'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, dans le cadre potentiellement de son pouvoir de sanction disciplinaire. Et par conséquent, si elle ne veut pas faire, entre guillemets, n'importe quoi, c'est bien des dispositions de droit social que la plupart du temps, elle va avoir à appliquer, ou d'autres dispositions de droit commercial, etc., mais pas nécessairement du droit pénal, sauf éventuellement pour les cas les plus graves qui doivent trouver une solution pénale, que ce soit une solution volontaire, que l'entreprise prenne contact avec le procureur pour négocier éventuellement une CJIP, ou dans le cadre d'une défense pénale.
Voilà pourquoi il y a vraiment une forme d'interpénétration et pourquoi autant de jurisprudences sociales ont été citées. Sur la deuxième partie, et c'est peut-être de notre point de vue de prévention de la corruption la plus importante, on a tenu à mettre en lumière un certain nombre de bonnes pratiques liées à la gouvernance de l'enquête interne. Donc, le fait que les entreprises, il est utile pour elles de ne pas se lancer dans une enquête interne au moment où elles découvrent les faits, mais d'avoir préalablement réfléchi à cette possibilité et d'avoir écrit préalablement un certain nombre de procédures fixant les règles de gestion à tenir en la matière. Dire ce que seront les acteurs, quelles sont les règles qui vont s'appliquer, quel va être le périmètre et l'objet de l'enquête, comment sera éventuellement rédiger un rapport d'enquête, qu'est-ce qu'on fera de ce rapport d'enquête, qui décidera d'en faire quelque chose d'ailleurs. Voilà, toutes ces règles, à notre sens, doivent être préalablement très clairement précisées, parce que ce n'est pas quand les faits surviennent qu'on a le temps de se poser matériellement ce type de questions. Donc ça, vous le retrouverez dans la deuxième partie. Ce que vous trouverez aussi dans la deuxième partie, c'est un certain nombre de points de vigilance quant au respect, alors on peut appeler ça les droits de la défense, je ne sais pas si les termes sont tout à fait adéquats, mais en tout cas de respect des droits des salariés. Que vous allez peut-être, ça peut être un des actes d'enquête, ça peut être de faire des entretiens. En matière de corruption, ce n'est peut-être pas le principal. Il y a des tas d'autres investigations à faire en la matière pour mettre en lumière des faits avant de faire des entretiens. D'ailleurs, d'expérience, ces entretiens, notamment ceux avec la personne mise en cause, sont plutôt décevants dans les conclusions qu'on peut généralement en tirer. Donc, vous allez avoir tout un tas de points de vigilance autour des droits des salariés et également de vigilance vis-à-vis du respect d'un certain nombre de grandes réglementations, notamment européennes, avec le règlement général sur la protection des données dans une perspective d'utilisation de ces données, parfois de façon un peu massive et un peu intrusive, avec des outils de discovery. Et enfin, troisième partie, sur les conséquences à tirer de cette enquête interne, que ce soit des conséquences évidemment disciplinaires, des conséquences judiciaires, mais surtout peut-être le plus important pour nous en tant qu'Agence française anticorruption, c'est les conséquences que vous en tirez en termes d'organisation et de procédure pour prévenir la réitération éventuelle de ces faits dans le futur. Donc, quelles procédures ont été défaillantes à l'intérieur de l'entreprise, quels points de correction doivent y être apportés et qu'est-ce qu'on pourrait en somme ajouter en termes de contrôle pour être bien sûr que le risque à l'avenir soit réduit au maximum. Parce qu'il faut bien comprendre en termes de corruption, a priori pour les entreprises, ce n'est pas un risque de fréquence, elles ne passent pas leur temps à corrompre à tout va, mais par contre, c'est un risque d'impact. En théorie des risques, on pourrait même parler de signe noir, c'est-à-dire ça arrive très très rarement, mais quand ça arrive, les conséquences pour l'entreprise sont désastreuses. On peut même provoquer en réalité la mort de l'entreprise ou sa disparition. Voilà le premier point de présentation que je voulais faire, puis je vais laisser la parole aux autres intervenants. Alors, merci d'abord. Alors, c'est vrai qu'on avait évoqué peut-être un petit temps d'échange après chaque intervention, mais comme je vois que le temps file, je me dis que peut-être que nous pourrions entendre d'abord Madame Guillet, puisqu'on va rester sur la même thématique, et après faire circuler la parole. Je vous remercie. Alors, cela dit, nous sommes répartis les interventions et si effectivement M. Clady vient de vous présenter le guide enquête interne auquel le Parquet national financier a pu participer sur certains aspects, je vais peut-être recentrer mon propos sur le sujet des enquêtes internes dans la lutte anticorruption. Je suis procureur au Parquet national financier. Parler des enquêtes internes mises en œuvre au sein des entreprises n'est pas forcément pour moi quelque chose de très simple. Il m'est plus simple, vous l'imaginez, il me serait plus simple de vous parler de l'enquête pénale. De l'enquête pénale
qui existe en matière de lutte anticorruption et qui a encore, malheureusement, hein, je le pense, de beaux jours devant elle. Et donc, la première chose que je souhaite dire, c'est que l'enquête interne n'a pas vocation à remplacer pour nous ou à suppléer à terme des difficultés que l'on pourrait avoir à mener des investigations pénales. Nous avons actuellement au parquet national financier un peu plus de 700 dossiers, 45% relevant du domaine des atteintes à la probité. Et peut-être au niveau des statistiques, pour que cela puisse vous parler encore davantage, environ 70 dossiers dans le domaine de la corruption d'agents publics étrangers, qui est un domaine qui se prête bien à l'enquête interne, je pense. 70 enquêtes en matière donc de corruption d'agents publics étrangers dans lesquelles nous développons des techniques d'investigation coercitives et qui peuvent, comme l'a indiqué M. Clady, faire du mal à l'entreprise. Opérations de perquisition, audition, le cas échéant, dans le cadre de garde à vue, saisie d'avoirs, saisie pénale, et l'OCDE nous a dit qu'il faut en faire plus récemment dans le rapport d'évaluation de la France de fin 2021. Demande d'entraide pénale avec des États, éventuellement de corruption passive, qui vont se trouver informés de conduites corruptives, le cas échéant, ayant pu se tenir sur leur territoire, mais pourquoi pas aussi avec des partenaires occidentaux qui sont susceptibles de disposer d'éléments de preuve sur leur territoire. Je pense aux Américains, qui sont souvent des alliés dans la conduite de ce type d'enquête, aux autorités britanniques. Voilà, donc ce sont des enquêtes, c'est particulièrement vrai et nous l'avons bien en tête, qui peuvent être assez dévastatrices au sein d'une entreprise. La situation en France judiciaire a évolué ces dernières années, premièrement dans la prise en compte de ces faits. Je vous parlais il y a quelques instants de l'OCDE. En 2012, la France a été évaluée. Il y avait une entreprise, une personne morale qui avait été condamnée pour des faits de ce type. Et enfin, il s'agissait d'une condamnation non définitive. Aujourd'hui, quelques années plus tard, un peu plus de 10 ans, nous avons un bilan beaucoup plus fourni. J'ai compté avant de venir. En tout cas, ce sont les chiffres qui nous ont été communiqués par le ministère de la Justice. En début d'année, 18 personnes morales condamnées, hein, je parle de condamnation à l'audience, dans 15 dossiers distincts, et s'agissant des procédures de convention judiciaire d'intérêt public, 8 conventions judiciaires d'intérêt public dans 11 dossiers mettant en cause 8 personnes morales. Voilà, donc c'est désormais un domaine d'enquête qui aboutit à des poursuites, à des condamnations, plus seulement à l'étranger, parce qu'il y a eu cette période un peu douloureuse pour l'autorité judiciaire française avant tout, hein, où nous n'arrivions pas à mener à terme ces procédures et où les entreprises se retrouvaient confrontées à des poursuites venant de l'étranger, et nous avons en tête bien sûr quelques dossiers assez retentissants en la matière. 2016, loi Sapin II, un certain nombre de dispositions qui intéressent en premier lieu l'AFA sur le champ de la prévention de la corruption, et puis surtout pour nous, la convention judiciaire d'intérêt public. La convention judiciaire d'intérêt public qui est venue renouveler, je crois, en tout cas les possibilités de conduite d'enquête et de réponse pénale qui existaient jusqu'alors en la matière. Et ce que j'aimerais évoquer aujourd'hui, après cette introduction sur les enjeux, on va dire, pour les entreprises, eh bien, c'est la place que peuvent tenir les enquêtes internes dans ce paysage en matière de lutte anticorruption. Il nous est demandé de parler de l'enquête interne dans la lutte anticorruption. Alors, pour moi, la lutte au parquet national financier, c'est une lutte sous forme de répression. Et nous avons effectivement, depuis la mise en œuvre, depuis la création de cet outil, utilisé la convention judiciaire d'intérêt public pour
proposer de nouvelles formes d'investigation, peut-être un peu moins douloureuses pour les entreprises, et qui sont susceptibles de faire intervenir effectivement cet outil d'enquête interne. Alors, l'outil d'enquête interne, il est bien sûr présenté dans ce guide pratique AFA-PNF qui a été publié en mars 2023. Il est également abordé dans nos lignes directrices en matière de mise en œuvre de la Convention judiciaire d'intérêt public que nous avons mise à jour et publiée le 16 janvier 2023. Pour nous, je sais, Maître Bonifaci me l'a indiqué à de nombreuses reprises, que c'est demain la justice négociée, mais pour nous, l'enquête interne, elle n'a de sens que dans une perspective de justice négociée. On ne s'intéressera pas bien sûr, à un exercice d'enquête interne qui serait déconnecté d'une perspective de ce type, parce que sinon, on fait de l'enquête pénale et on n'a pas besoin d'autre chose. Alors, quelles sont les hypothèses? Je vais essayer de vous présenter les choses en praticienne de l'enquête pénale. Quelles sont les hypothèses dans lesquelles une enquête interne est susceptible de pouvoir s'intégrer dans le paysage et avoir une place dans la lutte anticorruption, la lutte que le parquet national financier doit mener, c'est-à-dire dans le cadre d'une conduite répressive? Premièrement, il existe un certain nombre de cas de figure qui, pour le moment, sont un peu rares, mais qui vont, j'en suis sûre, se multiplier dans l'avenir. Il a été dit tout à l'heure par Madame le professeur Frison-Roche, et je crois que c'est particulièrement vrai, que tout ce dispositif est encore extrêmement immature. Nous apprenons encore chaque jour, à chaque négociation, comment on peut utiliser l'outil de l'enquête interne, comment nous pensons qu'il devrait être manié au sein des entreprises. Donc voilà, ce que je vais dire n'a rien de définitif, c'est véritablement pour nous une pratique en action. Vous le voyez d'ailleurs, nous mettons à jour régulièrement nos productions rédactionnelles et je suis susceptible, dans 2 ans, dans 3 ans, de tenir un propos qui sera potentiellement différent. Mais première hypothèse, nous avons ouvert une enquête pénale, nous avons reçu un signalement, une plainte. Nous travaillons sur des faits de corruption susceptibles d'engager la responsabilité pénale d'une entreprise. Généralement, une enquête pénale commence par des opérations, en tout cas ça n'est pas rare, de perquisition pour aller collecter des éléments de preuve au sein de l'entreprise. Et il est tout à fait envisageable, une fois cette collecte réalisée, eh bien, d'échanger avec l'entreprise. Alors ça peut être, c'est rarement à ce stade, mais on souhaiterait que ça le soit plus, sur une démarche volontaire de l'entreprise qui viendrait pour diminuer son risque pénal, frapper à notre porte et voir comment les choses vont se dérouler pour la suite. Donc ça peut être sur une demande de l'entreprise ou dans le cadre d'une sollicitation du parquet national financier. Nous l'avons parfois fait. Et dans ce cadre, on peut être amené effectivement à proposer à une entreprise, pour diverses raisons, de s'inscrire dans un schéma d'enquête qui n'est pas le schéma classique, susceptible de causer un certain nombre de dégâts. Et donc l'enquête interne, dans ce cadre, est bien sûr pour nous un outil tout à fait intéressant, un peu gagnant-gagnant, parce que à la fois l'entreprise va pouvoir mieux gérer son risque, je pense, et pour nous, ça nous permet effectivement de retirer des moyens d'enquête sur un dossier pour les consacrer le cas échéant à d'autres. Ça nous permet certainement d'agir plus vite parce qu'on est dans un contexte de travail de bonne foi, avec des échanges plus sereins. Nous avons moins de temps contentieux, on va dire, dans le temps de l'enquête. Voilà, donc c'est un travail qui est susceptible de présenter un certain nombre d'avantages. Alors, quelle serait la procédure à suivre? Eh bien, M. Clady l'a indiqué tout à l'heure, et ce sont des éléments que nous avons travaillés dans le cadre du guide. Premièrement, il est nécessaire de formaliser cet exercice pour que, effectivement, il y ait une articulation fine entre la conduite de l'enquête interne par l'entreprise et le développement de l'enquête pénale qui va se poursuivre.
menons, en tout état de cause, des enquêtes d'intensité variable, et l'enquête va se développer parallèlement. Il sera question effectivement de qui, au sein de l'entreprise, va assurer le suivi des investigations internes, quelle sera la composition de l'équipe, quels seront les moyens à mobiliser, quelles seront les modalités de recueil, de conservation des données, avec pour nous une importance accordée à l'absence d'altération de ces données, quelle sera l'articulation, je le répète, entre enquête interne, enquête pénale, au sens de présentation des résultats de l'enquête interne. Nous concevons qu'elle ne pourrait être faite que en même temps à la société et au parquet national financier. Quel est le statut des pièces remises? Ça, c'est un point très important qui, bien sûr, est au cœur des préoccupations des entreprises et que nous avons beaucoup évoqué dans nos lignes directrices. Qui dit entrer en négociation de ces GIP, même de façon un peu lointaine, sur l'inscription dans un processus de ce type, dit échange avant chaque réunion sur le statut des pièces susceptibles d'être remises. Ça, c'est un point très important et nous avons, sur cet aspect, voulu clarifier nos pratiques et il y a des engagements qui figurent dans les lignes directrices qui correspondent vraiment à quelque chose de ferme désormais. Donc, nous sommes dans le cadre d'un exercice qui, s'il se déroule de bonne manière, peut aboutir, une fois les éléments objectivés, alors le cas échéant sur un classement sans suite du dossier, c'est tout à fait une possibilité, mais également sur une négociation de convention judiciaire d'intérêt public avec, pour l'entreprise, l'intérêt de pouvoir disposer dans cette hypothèse de facteurs minorants très importants sur le calcul de l'amende, peut-être aussi d'éléments favorables sur une dispense de programme de mise en conformité. Voilà, je pense vraiment qu'il y a pour l'entreprise des avantages importants à se positionner dans ce type de pratique. Deuxième possibilité, qui est encore plus favorable pour l'entreprise, dans cette hypothèse, le parquet national financier n'a pas été informé particulièrement de faits, mais l'entreprise l'a été, au titre justement peut-être d'une alerte interne, d'un bon fonctionnement de son dispositif d'ailleurs de conformité. Une enquête interne a été mise en œuvre, qui a mis en lumière, qui a objectivé un certain nombre de faits susceptibles de relever de l'autorité judiciaire, de recevoir une qualification pénale, et l'entreprise décide de purger cette situation et de l'auto-révéler au parquet national financier ou à une autorité judiciaire autre compétente. Cette hypothèse, nous souhaitons la promouvoir et nous pensons, là aussi, qu'une entreprise de bonne foi qui aurait développé un processus d'enquête interne objectivant des faits de corruption de bonne foi pourrait bénéficier, au titre de la sanction, dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public, d'un sort véritablement très favorable. Alors, sur ce point, vous avez dans les lignes directrices CGIP une présentation que nous avons essayé de proposer de façon extrêmement fine des modalités de calcul d'amende. Alors, imaginons une hypothèse de ce type, d'enquête qui a mis en œuvre une enquête interne, d'entreprise qui a mis en œuvre une enquête interne et qui vient révéler des faits au parquet national financier. Processus de présentation des faits s'enclenche, on tombe d'accord sur une négociation de CGIP et on parle de montant d'amende. Eh bien, dans ce cadre, l'entreprise pourrait prétendre au titre des facteurs minorants à 50% de facteurs minorants au titre d'une révélation spontanée, 20% au titre de la pertinence de ses investigations internes, 30% au titre de la coopération active, 20% au titre des mesures correctives qui n'auraient pas manqué d'être prises, 10% au titre de l'efficacité du système d'alerte interne, et tous ces facteurs minorants ajoutés, très certainement, auront pour résultat que l'entreprise, en réalité, en termes de
de sanction aura la part restitutive de l'amende à acquitter, c'est-à-dire le montant de l'avantage retiré du manquement. Et je crois également que sur une hypothèse de ce type, on pourrait considérer qu'un dispositif de conformité a bien fonctionné et que dans ce contexte, un PMC n'est pas à imposer. Donc, je crois véritablement que une hypothèse de ce type, qui peut paraître un peu incongrue dans la tradition française de défense pénale, est à considérer par les entreprises. Troisièmement, enquête interne non suivie d'une autorévélation, et c'est tout à fait le droit de l'entreprise et on ne souhaite pas obliger les entreprises ni à mettre en place des enquêtes internes, ni à venir se dénoncer au parquet national financier. Une enquête interne non suivie d'une autorévélation n'est pas nécessairement pour nous une mauvaise pratique. Si par exemple, alors que l'enquête interne aurait objectivé un certain nombre de faits tout de même problématiques, cela a conduit peut-être à des mesures disciplinaires, à un renforcement du dispositif anticorruption de l'entreprise, mais à une décision prise de s'en tenir là et de ne pas révéler les faits à la justice. Bien, si nous venions, pour autant, parce que les choses se savent parfois, si nous venions à être informés de ces faits et à ouvrir une enquête, eh bien l'entreprise pourrait, et on a des cas de figure dans lesquels ça a été poursuivi, pourrait s'inscrire tout de même dans une démarche de coopération, faire état des investigations qui ont été menées, mais cela ne sera possible. Et c'est un point sur lequel on a insisté dans notre guide, que si l'investigation interne, l'enquête interne, a été menée d'une façon très objective et qui ne puisse pas prêter à la critique à cet égard. Voilà, donc même en l'absence d'autorévélation, on souhaite rassurer les entreprises sur ce point. Il n'y a pas d'obligation à s'auto-incriminer. Et pour nous, c'est très important. Donc, même en l'absence d'autorévélation, il y a, sur un exercice d'enquête interne, la possibilité de valoriser et de valoriser également les mesures qui auront été prises, même sans révélation à l'autorité judiciaire, pour bénéficier également, le cas échéant, de facteurs minorants. Je le disais tout à l'heure, par exemple, au titre des mesures correctives, eh bien, il y a des possibilités de voir réduire ce montant d'amende. Donc voilà, sur un regard de praticien, j'ai peut-être déjà été trop longue et je ne souhaitais pas en dire plus aujourd'hui, si ce n'est en répondant à vos questions. Cet outil d'enquête interne, pour nous, voilà, c'est un outil très intéressant qui représente une nouvelle forme de justice, une justice peut-être un peu plus apaisée, un peu reposante, parce que je dois dire que parfois le débat judiciaire peut être un petit peu éprouvant. Voilà, donc en tout cas, à titre personnel, ce sont des modalités de travail que j'apprécie et qui véritablement trouvent une écoute attentive au sein du PNF. Notre porte est constamment ouverte pour envisager ce type de modalités d'investigation aux avocats, aux entreprises également. Je tenais à l'indiquer aujourd'hui. Merci, Madame Guillet. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tour rapide. Moi, j'ai juste une observation et peut-être une question. L'observation, c'est que j'ai bien entendu que le guide de mars 2023 n'était pas destiné aux avocats, mais il parle quand même un peu des avocats. Et je pense notamment à la question du secret professionnel qui s'attache au rapport d'enquête et à l'enquête interne de manière plus générale. Et là, il y a des conceptions qui me semblent être assez divergentes avec, en tout cas, le guide du CNB de 2020, puisque dans le guide de 2023 AFA-PNF, il est expressément indiqué que ce rapport ne saurait bénéficier du secret professionnel qui s'attache à la relation avocat-client, ce qui n'est pas la conception du CNB. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence en la matière, sauf erreur de ma part, mais en tout cas, voilà, c'était juste une observation pour dire que ce guide intéresse néanmoins hautement les avocats. Et ma question, c'est en lien avec une phrase que vous avez dite, M. Clady, qui est que ce guide n'a pas de valeur contraignante, contrairement aux lignes directrices, par exemple, même si on reste sur le domaine de la soft law. Est-ce que ça signifie que dans l'hypothèse où une enquête interne
a mis en lumière un certain nombre de faits qui peuvent éventuellement conduire à une autorévélation, mais que cette enquête n'est pas exemple de tout reproche, parce qu'on pourrait la contester sur la façon dont elle a porté atteinte aux droits de la défense, et que si un jour ça finit devant un tribunal, on ne sait pas trop quel serait le devenir de cette enquête interne. Est-ce que ça veut dire que donc cette enquête, qui n'a pas été faite dans les formes de ce guide pratique, pourrait, je ne sais pas, se voir critiquée dans le cadre d'une conclusion d'une CJIP et voir le montant de l'amende finalement pas autant minoré que ce qu'on pouvait espérer? Je ne sais pas si... Alors, je vais peut-être plutôt laisser Madame le procureur répondre là-dessus, mais enfin, il me semble évident que ça soit le procureur ou un juge qui aurait éventuellement à décider, quand il fait son travail, il consulte ce qui lui semble être la bonne pratique professionnelle quand il n'y a pas d'éléments légaux, réglementaires ou de jurisprudence existants pour créer éventuellement de la jurisprudence. Donc, en ce sens, on pourrait dire que ça a une influence, oui, à l'avenir peut-être, si un juge en décide ainsi, ou, et ça je vais laisser Madame le procureur répondre, dans le cadre des lignes directrices, dans le cadre des règles que se fixe ou se donne à lui-même, ou se donne à elle-même l'autorité de poursuite. Sur nos lignes directrices, je pense qu'il s'agit aussi finalement d'une présentation de notre pratique, et ce sont des orientations qui n'ont pas une valeur, je crois, non plus très forte. Mais voilà, on s'est inscrit dans une volonté de pédagogie, de transparence. Alors, sur la question que vous évoquiez, finalement, je crois que ce qui est très rassurant actuellement, parce que sur le sujet de l'enquête interne, bien sûr, les avocats sont très présents, il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de jurisprudence. C'est qu'en réalité, même si nos positions ne sont pas en état exactement les mêmes, eh bien, nous avons toujours en pratique réussi à trouver des compromis et à travailler ensemble. S'il n'y a pas de volonté de produire le rapport d'enquête interne, eh bien, il est toujours possible de faire des présentations de type proffer à la mode anglo-saxonne, et nous sommes susceptibles de l'accepter. Si un avocat a mené l'enquête interne et vient nous voir pour négocier une CJIP, eh bien, là aussi, il y a des possibilités de fixer un certain nombre de limites. Et je crois qu'une limite serait que dès lors que la relation aurait à se tendre dans le cadre de la négociation et du contentieux devrait naître, on demanderait plutôt à avoir un autre interlocuteur. Voilà. Donc, il y a de la souplesse. Peut-être une vision différente. Peut-être pour bien expliquer notre vision, nous souhaitons pouvoir compter sur une enquête interne objective. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, je pense, on a pu indiquer qu'on préférait que l'exercice d'enquête interne, s'il est mené par un avocat, soit mené par un avocat qui n'est pas celui qui fait la défense pénale. Et la raison pour laquelle aussi nous avons pu indiquer que nous semble finalement que la question du secret professionnel n'est pas, et son opposabilité ne doit peut-être pas être au cœur des préoccupations, puisque il y a quand même autour de l'enquête interne dans la lutte anticorruption une idée de pouvoir bénéficier de prestations que l'on a réalisées et donc d'en présenter le contenu. Voilà. Donc, on a des divergences, mais en pratique, et c'est ce qui est très rassurant, les choses se passent bien. Les choses se passent bien. Je ne suis pas sûre qu'on soit déjà allé en perquisition saisir contre la volonté des uns et des autres un document d'enquête interne. Voilà. Vous pouvez peut-être dire sur ce sujet. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui, je voudrais dire un mot sur le secret professionnel. Pour nous, il faut quand même rappeler que les enquêtes internes, il y a plusieurs types d'enquêtes internes et qu'un avocat, notamment quand on parle d'enquête de corruption, il est déjà dans un acte de défense parce que très souvent, il est dans le cadre de la représentation de l'entreprise, de sa défense, soit vis-à-vis d'une procédure d'un lanceur d'alerte, soit vis-à-vis d'autorités parce qu'il y a eu une enquête ouverte, pas nécessairement en France d'ailleurs, et que là, considérer que cette enquête, qui est une enquête de défense, ne soit pas soumise au secret professionnel, ça me paraît extrêmement choquant et on s'oppose sur cette question. Alors même si en pratique, il y a certains dossiers dans lesquels effectivement on peut, dans l'intérêt de la défense, communiquer un rapport d'enquête interne. Donc ça, c'est un point
et de dire que les enquêtes internes, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas vrai. Moi, ça fait 25 ans que je fais des enquêtes internes parce qu'on a toujours fait Stéphane, je pense que tu pourras un peu confirmer ça, on a toujours fait des enquêtes internes, alors on ne savait pas ce nom-là, on préparait la défense de notre client, dont on allait rechercher des pièces, on allait entendre des gens, quelque part, alors même si on ne formalisait pas un rapport, il n'y avait pas cette façon, je dirais, conceptuelle de le formaliser, mais l'enquête existait, donc ça n'a rien changé. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'en droit américain ou en droit anglais, puisqu'on s'inspire quand même, enfin, cette notion s'est développée avec la justice négociée, dont on sait qu'elle est inspirée du DPA anglo-saxon, avec des enquêtes internes qui se sont développées dans les cabinets anglo-saxons dans les années 90-2000. Il n'y a pas de règles formalisées là-dessus. Le système anglo-saxon protège ces actes, enfin, ces rapports d'enquête et ces enquêtes internes. Donc, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas en droit français, puisque de toute façon, qu'on agisse dans le cadre de la défense ou même dans le cadre du conseil, la loi protège le secret professionnel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et vous soulignez, Madame la procureure, il n'y a pas eu tellement de difficultés là-dessus, puisque, bon, c'est ce que vous dites, hein, que vous n'avez pas saisi de rapport d'enquête contre la vie. Et c'est quand même très important, parce que c'est un acte de défense, et s'il n'y a pas cette protection-là, il n'y aura pas d'enquête interne, il y en aura moins, et il y aura sans doute moins de justice négociée. Ça fait partie du système, et d'ailleurs le droit anglo-saxon l'a bien reconnu en étendant la notion de privilège et en le protégeant très bien. Donc on ne peut pas avoir le système américain sans avoir la protection qui existe dans un système anglo-saxon. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important et qui mérite d'être défendu. Passe à vous, Madame Mediani, peut-être pour étendre le sujet à la question du devoir de vigilance notamment. Alors moi, je vais à la fois me rapprocher évidemment de la faille du PNF, non pas pour gagner des points, pas du tout. C'est parce que bien souvent, on l'oublie, mais l'entreprise, elle est victime des faits de corruption. Donc évidemment, dès lors qu'il y a eu des lignes directrices et il y a eu cet excellent guide sur lequel je me suis jetée un an après avoir pris mes fonctions en 2020, on s'est retrouvé à devoir faire des enquêtes internes plus poussées, en tout cas plus normées, plus codifiées, sans vraiment savoir ce que ça recouvrait, avec des sujets totalement différents. On allait du harcèlement moral au harcèlement sexuel, en passant par les discriminations, puis des faits de corruption, de fraude. On devenait tous un peu des auditeurs, or on était plutôt des juristes. Donc c'est vrai que ça a repensé la place du juriste, hein, ça a été une bonne chose. Donc de ce côté-là, je ne peux que remercier évidemment les autorités qui avaient aussi en intérêt d'être dans une justice de concertation. Je vais la préférer à négocier, parce que je pense qu'on ne négocie pas avec la justice, donc c'est un terme qui me convient pas. Mais en tous les cas, sur cette partie, évidemment, on l'a regardé avec intérêt. Ce guide, il est pratico-pratique. Je trouve que c'est aussi une sorte d'humilité des autorités à réfléchir à leur incomplétude aussi. Donc, c'était en ce sens-là intéressant. Mais entre 2019 et 2023, nous, on a dû travailler. Donc, on n'a pas pu se contenter d'attendre. Il a fallu décider, il a fallu avancer. Et dans cette immaturité juridique mentionnée par le professeur Frisero, je crois que ça a surtout des conséquences sur la conduite de nos affaires, puisqu'évidemment, une entreprise, elle n'aime pas le côté imprévisible. Elle a besoin, dans ces cas-là, de savoir donc, des principes fondamentaux du droit, que sont la prévisibilité, la proportionnalité, le respect du principe du non bis in idem, puisque nous sommes des entreprises transnationales. Et donc, quelque part, l'entreprise elle a une aversion pour le risque. Donc, dans ces cas-là, et je rejoins évidemment ce qui a été dit dans l'atelier 2 où je n'étais pas, mais beaucoup commenté dans l'atelier 3, évidemment, ça peut donner le sentiment que l'entreprise, elle est allée à charge. Elle a même inventé la présomption de culpabilité, des choses qui, évidemment, nous hérissent tous en tant que juristes, hein, aussi côté juriste d'entreprise, mais on a un peu tâtonné, beaucoup, et on s'est retrouvé avec des dossiers, des alertes à gérer, notamment grâce à la loi Sapin 2, on s'est aussi professionnalisé, mais on s'est mis à simplifier aussi les choses, puisqu'on a eu Sapin 2, mais on a eu le devoir de vigilance en même temps. On ne peut pas s'amuser à avoir, alors pour le mécanisme d'alerte corruption, taper 18, pour un harcèlement sexuel, taper 22. On a aussi une obligation, je crois, en tant que directeur juridique, c'est d'accompagner nos collaborateurs, de leur simplifier les dispositifs. Donc moi, j'ai choisi d'en avoir un seul.
Alors, ça ne correspond pas nécessairement à ce qui m'a été demandé, mais en tous les cas, j'estime que je réponds à la finalité des différents textes. Et évidemment, le devoir de vigilance, ça a été une épreuve. Je vais paraphraser le professeur Prison-Roche, mais donc une opportunité de donner des preuves. Donc, donner des preuves à qui? À toutes nos parties prenantes, et au premier rang desquelles nos collaborateurs. La fierté qu'on a chez Nestlé, c'est d'avoir un turnover que de 2,4%. Donc, plus vous allez être clair en droit processuel, donc en éclairant sur le process que vous allez avoir, c'est ce que nous, on a choisi de faire, c'est également dans notre plan vigilance, plus vous allez montrer qu'il y a une certaine prévisibilité et que ce n'est pas, pardon de l'expression, à la tête du client. Donc, on a chez nous l'alerte, je m'engage à répondre sous 5 jours, ouvrez. Ouvrez. 5 jours ouvrés. Donc, un 5 jours ouvrés où je vais vous dire oui ou non si j'ai suffisamment d'éléments. L'anonymat, je crois que c'est désormais un faux débat. Moi, je ne cherche pas à pousser, j'ai juste besoin de suffisamment d'éléments. J'ai 20 entités légales en France, puisque je suis Nestlé en France. Donc, 20 entités légales, 18 usines, 4 centres de recherche, 50 boutiques Nespresso. Donc, c'est sûr, si vous me dites je suis victime de harcèlement sexuel quelque part chez Nestlé, je ne vais pas pouvoir suivre. Donc, je vais demander des questions, mais je n'ai pas besoin nécessairement de savoir que c'est Lydia Mesiani qui m'a fait l'alerte. Mais j'ai besoin d'éléments. Ce qui laisse à penser parfois que l'entreprise, elle est une sorte d'ordre juridique nouveau. Elle est là à la fois pour être en déontologie en action, j'ai beaucoup aimé l'expression, donc je la fais mienne, mais on a, nous aussi, notre devoir de crédibilité. Parce que si je conduis mal une enquête interne, évidemment, ça va se savoir. Et c'est un moment de traumatisme hein, quand même, l'enquête interne pour les équipes. C'est difficile aussi pour nous. Alors, ce n'est pas le moment que je vais vous demander de pleurer sur les directeurs juridiques, mais ce n'est pas nécessairement facile. C'est humainement très lourd. On a parlé des aspects juridiques. On devrait parler un peu plus des aspects financiers. Ça coûte une fortune. Je ne parlerai pas de vos honoraires parce que je ne prends pas nécessairement des avocats, mais ça a un vrai coût financier. Mais ça a un coût en termes de ressources humaines et même d'humanité du sujet. Donc, notre seule volonté quand on commence une enquête interne, c'est de retourner à la normale. C'est de retrouver quelque part un ordre public apaisé. Donc, on va véritablement être dans cette logique. Ça a été mentionné tout à l'heure par le bâtonnier. Il parlait de 2 à 3 semaines avant de rendre son rapport. Bah pour moi, j'estime que 2-3 semaines, c'est hyper rapide. Donc, j'estimais être rapide, mais souvent, le reproche qui m'est fait par mes collègues qui sont sous le coup d'une enquête interne, c'est de me dire « mais j'en dors plus, c'est terrible, c'est trop long ». Oui, enfin, j'ai quand même en moyenne entre 15 et 30 personnes à interroger. Ça veut dire PV d'entretien pour chacun. Donc, l'entretien va durer entre 45 minutes, certainement pas 8 heures, puisque j'ai été horrifiée d'entendre ça tout à l'heure. Mais ça prend énormément de temps. Cette notion de temporalité, elle est centrale. Et je crois que ce qui est fait là, notamment par le PNF, c'est d'essayer d'avoir une sorte de temporalité commune entre la temporalité médiatique, puisqu'on n'a pas parlé du risque réputationnel, hein, mais nous, on est soumis aussi à cela. Donc, cette temporalité des médias qui n'est pas celle de la justice, qui est encore moins celle de l'entreprise, finalement, on se retrouve toujours… J'aime beaucoup cette phrase qui dit que je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale, mais c'est souvent elle qui a payé l'addition. Force est de constater que c'est toujours vrai, donc il y a quand même des choses qui demeurent. Je ne sais pas si c'est fait pour nous rassurer. Mais en termes de droit processuel, moi, ce que j'essaye de faire, et là, ce n'est pas nécessairement bien, mais c'est de dire ce qu'on fait, de faire avec transparence et traçabilité. La restitution a été essentielle. Moi, je ne l'ai pas nécessairement pris suffisamment à cœur. Au début, j'étais plus dans l'idée de traiter rapidement l'alerte, le faire correctement, créer un guide de l'enquête interne pour mes collègues sur les sites, expliquer comment on allait le faire, enfin, donner à dire, donner à voir, donner à comprendre, accompagner ce mouvement-là. Et peut-être que la restitution, je ne l'avais pas suffisamment formalisée. Or, pour les personnes sous le coup de l'enquête interne, ça a été mentionné dans l'étape précédente, mais on voit bien que son harceleur n'est plus là, mais on ne m'a pas vraiment dit, est-ce qu'il est parti avec une rupture conventionnelle? Est-ce qu'il a osé prendre de l'argent après ce qu'il m'avait fait? Ou est-ce que finalement, il a eu ce qu'il méritait, un licenciement pour faute, donc faute grave, sans indemnité? Donc, évidemment, nous, on ne va pas jusque du côté où à expliquer ce qu'on a pris comme mesure disciplinaire, hein, puisque ça reste la prérogative de l'entreprise. Mais j'ai été un peu marquée tout à l'heure, vous aviez utilisé dans l'atelier précédent le mot « audition ». Moi, je ne convoque pas une audition, ce n'est pas du tout mon pouvoir. Moi, j'invite à un entretien dans lequel, en effet, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé de façon la plus impartiale possible.
clairement, je n'ai pas d'intérêt, je suis là aussi victime, je n'ai pas d'intérêt à avoir un harceleur sexuel dans mes équipes. Hein, ça crée des conséquences sur le maintien de l'ordre dans mon usine ou dans mon site. Ça va créer des tensions, ça va me créer des arrêts maladie. Voilà, même si j'étais un peu, et c'est provocatif évidemment, hein, si je suis cynique, ça a un coût ça aussi. Donc j'ai tout intérêt à faire en sorte que mon code de conduite soit respecté, soit même parfois énormément renforcé. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Donc c'est vrai que le devoir de vigilance, ça a été intéressant parce qu'il y a eu, j'ai de plus en plus d'enquêtes internes, et d'alertes, ce qui pour moi est une grande fierté. À mon goût, j'en ai pas assez, puisque j'ai 9000 personnes en France et il n'y a pas une semaine où je n'ai pas une alerte, mais ça ne fait pas beaucoup à la fin. Si j'ai une centaine d'alertes, ce n'est pas énorme, ça fait un ratio qui est petit, mais c'est quoi le bon ratio? Si vous le connaissez, n'hésitez pas, moi je ne sais pas encore dire. Ce qui est important, c'est que dès que j'ai une alerte, je la regarde, je l'instruis et c'est remonté nécessairement au comité d'alerte. Dans la restitution, tout à l'heure était mentionné le fait d'avoir accès, de demander à l'inspecteur du travail de le faire, de prendre systématiquement des avocats. Je sais que le professeur Frison-Roche disait que c'est gênant de ne pas avoir des cas analogiques et d'avoir des grands principes. Je suis tout à fait d'accord, si on pouvait avoir une règle claire. Mais en attendant, l'idée, c'est vraiment de se dire, moi, je vais prendre des avocats que si c'est mon instance dirigeante et qu'on pourrait estimer que j'ai un lien de subordination moi-même qui fait que ça va empêcher mon intégrité. Autrement, pour le reste, j'essaie de les avoir, et je suis désolée de dire ça ici, mais j'essaie de les gérer moi-même parce que sur certains cols bleus, avoir un avocat en face, il a vraiment l'impression que c'est déjà son procès. Donc, ça ne m'empêche pas. Et une autre opportunité qui est offerte, et ça a été mentionné par Madame le procureur, c'est de faire des signalements. Moi, ça m'arrive sur certaines de mes enquêtes internes harcèlement sexuel où je me dis, moi, là, je suis arrivée au bout de mon régime disciplinaire, mais je ne suis pas soumise à l'article 40, mais je suis quand même soumise à l'obligation de dénoncer des crimes et des délits dont j'ai la connaissance. Donc, je fais des signalements au procureur et on essaye surtout d'accompagner ça, parce que l'enquête interne est toujours, et je suis désolée de le répéter, mais c'est important, c'est toujours vécu comme un traumatisme au sein de l'équipe concernée, de la direction concernée ou de l'entreprise en elle-même. Merci, Madame Mesiani. Est-ce que vous souhaitez réagir tout de suite ou on continue peut-être les prises de parole? Parce que le temps file vraiment, donc je voudrais quand même qu'on puisse laisser un temps d'échange avec la salle après. Sophie Skimla, c'est à vous dans l'ordre de passage. Oui, non, mais moi, je vais être assez rapide, mais il y a un sujet parce qu'on parle d'enquête anticorruption et d'enquête sur le devoir de vigilance, donc on parle très souvent là d'enquête internationale. Et il y a des normes qui existent quand même, qui s'appliquent pour le déroulement de ces enquêtes, qui sont essentiellement des normes en matière de données personnelles et des normes en matière de droit du travail. Et quand on est face à des enquêtes de corruption ou des enquêtes en matière de devoir de vigilance, violation des droits humains, comme on est donc très souvent, il y a des allégations qui ne sont pas produites en France, toujours, mais souvent ce n'est pas le cas, on se heurte à ces difficultés en tant que praticien et les entreprises également. Notamment, il y a beaucoup de pays, par exemple, dans lesquels on ne peut pas transférer les données, on ne peut pas procéder à des entretiens de salariés parce qu'il y a des règles spécifiques qui s'appliquent. Et sur le transfert de données, ça devient aujourd'hui un véritable sujet, parce que l'Europe est fière d'avoir le RGPD et ça s'est développé dans certains États. Et par exemple, en Chine, c'est un pays dans lequel maintenant il est quasiment impossible de transférer des données en dehors de la Chine, sauf obtenir l'autorisation d'une autorité dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez, de République populaire de Chine, à laquelle je ne vais certainement pas demander l'autorisation d'aller transférer des données parce que j'ai des allégations de corruption en Chine. C'est même le cas au Maroc. Récemment, on a un dossier, on a la chance d'avoir un bureau au Maroc, on peut le traiter, et même sur des faits qui ne sont pas des faits, on ne parle pas de corruption, ça peut être des faits de harcèlement. Donc ça, c'est une véritable difficulté. Donc il y a quand même un socle juridique et il y a des règles de droit qu'il faut appliquer. Il y a les règles de droit du travail, il y a des règles aussi de consultation, parce que les enquêtes, comment on les fait? Parce qu'on parle de ça un peu théoriquement, mais peut-être pour certains, qui ne sont pas aussi familiers que nous de ce quotidien, c'est qu'une enquête, d'abord, ça va se faire, et c'est le même système, que ce soit en matière
fait par une autorité ou que ce soit fait dans le cadre d'une enquête interne, d'abord, on va regarder les données. C'est quand même la première chose. Donc, les données, ça va être des données comptables, c'est des données comptables financières, des documents de l'entreprise, des contrats. Il y a cet aspect-là. Il y a les emails. Et donc, il y a toute cette réglementation sur l'accès aux données. Et ce que vous disiez, Lydia, vous avez un code en définissant ce que vous pouvez faire ou pas faire, mais ce à quoi nous, praticiens, on se heurte parfois, c'est que nos clients n'ont pas anticipé cet accès. Et donc, on se retrouve, la charte informatique ne prévoit pas qu'on puisse consulter les emails. Alors, parfois, c'est le cas en France parce que c'est vrai que c'est plus régulé en France, mais dans les filiales, ah ben non, c'était pas au règlement intérieur. Et puis, on interroge notre correspondant étranger qui nous dit, ah non, 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 vous pouvez pas regarder les emails, vous pouvez pas faire des entretiens de salariés. Donc, il y a toutes ces difficultés et tout ce corps juridique, parce que ça commence quand même l'enquête, les entretiens, c'est véritablement dans un dernier temps. Et c'est une fois qu'on a récupéré pas mal de données, on va poser des questions pour essayer d'obtenir des éclaircissements et qu'on soit victime ou suspecté auteur d'une infraction. Enfin, je veux dire, c'est pas la situation est la même. Donc après, il y a une appréciation juridique. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que dans les enquêtes internes, on n'est pas dans les enquêtes des autorités. Et que souvent, et c'est le cas notamment en matière de corruption ou même en matière de devoir de vigilance, en matière de devoir de vigilance, vous allez par exemple être mandaté pour vérifier qu'un de vos fournisseurs n'a pas porté atteinte aux droits humains, etc. Mais vous êtes une entreprise, que ce soit l'entreprise ou l'avocat, d'ailleurs, vous allez demander des comptes à un tiers. Il ne va pas forcément vous en donner, vous n'êtes pas une autorité. Et il y a l'accès à l'information. Et ça, c'est vrai qu'il y a quand même la limite de l'enquête interne, c'est que dans certains dossiers, et j'ai quelques cas, parfois on voit qu'il y a une enquête pénale qui est ouverte sur les mêmes faits, ils ont des éléments qu'ils n'ont pas. Donc l'enquête interne s'arrête à dire, bon, il y a des contrats bizarres, on ne sait pas trop quelle prestation a été faite, mais par exemple, la preuve de la corruption, on ne peut pas le faire. La preuve de l'entrave aux droits humains, on ne peut pas forcément le faire parce qu'on nous dit, on ne nous a pas donné les comptes, on ne nous a pas donné le certificat d'origine des produits, donc on peut penser qu'a priori, il ne vient pas d'une région sans problème. Donc c'est souvent ça aussi, et ça c'est vrai, la difficulté de l'enquête interne. Et elle est pour l'entreprise, et la seule obligation légale en droit français qui est une entreprise sur les enquêtes, il n'y a pas d'obligation de faire une enquête. Ce que rappelait Madame le procureur et Monsieur Clady, il n'y a pas d'obligation. Il y a la seule obligation, c'est quand on a une alerte, on doit la traiter et on doit faire des vérifications. Et d'ailleurs, la loi Serman parle de vérification. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la difficulté, c'est qu'on ne peut pas forcément faire une enquête. Donc ça, c'est quand même des points qu'il convient de préciser et qu'il y a quand même un cadre juridique qui existe. Merci. Alors, Stéphane Bonifaci sur le rôle de l'avocat dans tout ça. Oui, il y a un cadre juridique qui existe absolument. Bon, alors, le problème, c'est que le droit, c'est le droit. Donc, face à des faits, il faut faire une opération de qualification. Et oui, non, malheureusement, le droit, ce n'est pas un mode d'emploi de machine à laver la vaisselle. C'est un peu plus compliqué que ça, ce qui rend d'ailleurs notre exercice intéressant. Mais il y a un cadre juridique, comme tu le disais, Sophie. Ce cadre juridique, il s'est, je dirais, un peu complexifié. Parce que, comme ça a été dit, Sophie l'a dit, je crois que Bénédicte l'a dit aussi, on a toujours fait des enquêtes internes. Comme avocat, on a toujours préparé nos dossiers, tous, mais dans l'ensemble, il y en a qui préparent leurs dossiers avant de les plaider devant un tribunal. Donc, on a regardé ce qu'il y avait dans le dossier, on en a parlé avec son client. Si c'est une entreprise, on en a parlé avec plusieurs personnes dans l'entreprise. Donc, nous avons toujours fait des enquêtes internes, ça ne s'appelait pas comme ça. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, moi, je pense que c'est arrivé des États-Unis. Steve, merci du cadeau. C'est quelque chose qui, à mon avis, est apparu d'abord avec le droit de la concurrence, américain en partie. D'ailleurs, très intéressant de voir comment
je fais une petite incise, mais vous verrez que dans ce guide, il y a des développements sur ce sujet, il y a des développements sur la loi de blocage. C'est intéressant de voir qu'en 1980, la loi de blocage est renforcée et elle est renforcée à cause de l'antitrust américain. Donc déjà, vous nous embêtiez et déjà, on avait essayé de trouver une parade. Comment on va résister? Comment on va pouvoir continuer à faire du business comme avant? Et puis, bah, tiens, si on prenait une loi de blocage, ça serait bien. Et puis, on a une loi de blocage. Voilà. Alors, ceci étant dit, le droit de la concurrence est arrivé. Et finalement, les avocats qui font du droit de la concurrence et qui faisaient du droit de la concurrence ont fait des enquêtes internes. Alors, ils n'utilisaient pas forcément toujours ce terme. Parfois, c'était un audit. Parfois, bon, mais bref, dès les années 80-90, on a vu cet outil apparaître avec, il faut bien le dire, avec une certaine efficacité. Madame la professeure Frison-Roche, je sais que c'est quand même un sujet qui vous a beaucoup intéressé, et parce que l'Europe s'est elle aussi saisie de ce sujet. Et puis est arrivée la convention de l'OCDE, est arrivée les différentes affaires concernant la France, et on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on regarde comment faisaient les Américains, parce que, comme vous l'avez rappelé, Madame la procureure, c'était sympa de voir nos entreprises être condamnées et payer des larges amendes aux États-Unis, mais on s'est dit que peut-être on pourrait faire ça chez nous, et nous avons donc décidé d'importer cette coopération. Parce que c'est ça, fondamentalement, ce qui est nouveau. On parle d'enquête interne. Là, je vais réduire un peu le champ. Je vais passer à l'enquête interne anticorruption. Avec l'enquête anticorruption, interne anticorruption, elle a deux caractéristiques, à mon avis, qui la rendent pas unique, mais spécifique. D'abord, c'est que très probablement, ou en tout cas, il y a un grand risque que si l'entreprise se dit qu'il faut qu'elle fasse une enquête interne, c'est qu'elle se dit qu'il y a probablement un risque pénal, qu'il va y avoir une enquête pénale et que donc il va falloir la gérer. Donc ça distingue l'enquête interne anticorruption de l'enquête interne, on va dire harcèlement, discrimination, parce que nous savons très bien que même si ce sont des infractions pénales, la justice française et toutes les justices d'ailleurs ont du mal à gérer le flot d'affaires de harcèlement, c'est pas quelque chose qu'elles peuvent traiter de manière massive comme elles pourraient le faire. Bref, c'est difficile. Par contre, une affaire de corruption internationale, il va y avoir d'abord un grand risque que ça débouche sur quelque chose de pénal, premièrement. Puis, deuxième caractéristique, c'est que c'est une enquête qui va être très souvent international. Enfin, il va y avoir des relations avec l'international, et donc ça impose d'être particulièrement vigilant, non seulement sur les règles françaises, sur les règles européennes, tu les as rappelées, Sophie, RGPD, donc les règles françaises, droit social, pour l'avocat français, la déontologie de l'avocat, la loi de blocage, on en a parlé, le 6C, etc., etc. Donc, on a tout ça. Et puis, par ailleurs, il va falloir parler à des avocats à l'étranger, disons-le, aux États-Unis, peut-être un peu en Angleterre, peut-être un peu en Allemagne. Il va falloir gérer leur conception du secret professionnel, du waiver. Aux États-Unis, c'est un sujet que nous connaissons, Madame la procureure et Sophie. Si on commence à parler trop, à donner trop d'informations, vous avez renoncé au secret professionnel. Et donc là, tout est donné, tout doit être donné au DOJ, au procureur. Bref, c'est pour cela que quand, avec Sophie, avec Bénédicte, avec d'autres, nous avons décidé de faire ce guide, dont merci Madame Messiani d'avoir dit qu'il vous avait été utile avant celui de l'AFA et du PNF, parce qu'effectivement, c'était le premier. Donc, lorsque nous avons fait ce guide, nous avons rassemblé des spécialistes du droit social,
Parce que c'est ça le problème. Il n'y a pas un droit de l'enquête interne. Non, ça n'existe pas. Il y a du droit social, il y a du RGPD, il y a de la déontologie, il y a la pratique. Il y avait la pratique de ceux qui faisaient du droit de la concurrence. Il y avait ceux qui étaient très spécialisés dans la question des transferts de données, et notamment de la loi de blocage. Comment passe, et ceux qui avaient l'habitude, nous avons eu la chance d'être aidés pour ce guide par des avocats, une avocate anglaise et il me semble, je ne sais pas si on avait quelqu'un en droit américain, on l'a fait relire, etc. Bref, donc, voilà, parce que effectivement, vous l'avez rappelé, Madame Messiani, je crois que c'est c'est pas que du droit pénal, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, on est arrivé à ce guide. Nous sommes parfaitement conscients que les choses vont vite, qu'il y a des jurisprudences, qu'il y a des guides. La FA, non mais c'est incroyable, vous faites des guides maintenant vous aussi. Alors, il va falloir qu'on tienne compte des guides que vous faites pour actualiser le nôtre. Donc, bon, alors le problème, c'est qu'on a lancé un autre chantier qui est l'enquête interne et la justice négociée. Donc, bon, bref, ça prend un peu de temps aussi, ce sujet-là. Mais nous avons bien l'intention de revenir, une fois que nous aurons fini l'enquête interne et la justice négociée, de revenir à ce guide sur… on a encore du travail, Sophie Bénédicte, je compte sur vous. C'est bien, je fais la synthèse de tous vos guides. Voilà, les lignes directrices, on va tout intégrer là. Vous n'aurez que celui-là à lire. Il n'y aura pas des choses sur le secret professionnel qui ne nous feront pas plaisir. Ça, on laisse ça au PNF et à la FA. Nous, on dit des choses sur le secret professionnel qui nous vont. Voilà. En attendant la jurisprudence. Mais c'est vrai que cette jurisprudence sur ce sujet précis, est-ce qu'elle viendra ? Parce que la réalité, vous l'avez parfaitement décrite, Madame la procureure, c'est que nous sommes dans une logique de coopération. Et on voit bien que quand la coopération ne fonctionne pas, alors, la CGIP, je fais référence à la terme Bolloré, la CGIP a été acceptée, la CRPC ne l'a pas été. Oula, ça met de l'ambiance, le parquet n'est pas content, fait des recours dans tous les sens, Bolloré n'est pas content, personne n'est content. Donc non, c'est pas ce qu'on veut. Je crois que quand on est entré, ça fait de la publicité parce qu'on en parle. Or, cette coopération, c'est quand même pour l'entreprise un moyen de dire, bon, ok, on a fait des erreurs, c'est fini, hein, on met en place les programmes qu'il faut, c'est terminé, etc., etc. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Un sujet vraiment, merci Mathieu, parce que c'est vraiment, on s'est écharpé. Il faut, parce que là, on se taquine avec le procureur, Madame la procureure et la fin. Il faut voir entre nous ce que ça a été, cette histoire. Et d'ailleurs, les débats du panel précédent nous ont montré que mettre des avocats d'accord entre eux, bon, bref. Donc, nous avons pris ça, je crois que c'est 2-3 ans de travail, hein, quand même, pour se mettre d'accord et trouver un texte qui nous convienne. Mais je crois qu'on n'a pas dit trop de bêtises et je vous invite à reprendre l'ouvrage et en tenant compte du fait qu'il a besoin d'être actualisé. Merci Stéphane pour cette intervention. Alors, est-ce que vous souhaitez éventuellement rebondir sur ce qui vient d'être dit par Stéphane? Sinon, je vous propose que ceux qui ont éventuellement des questions puissent prendre la parole. Il nous reste quelques minutes avant de céder la parole à Madame le professeur pour ses conclusions. Donc, je vois que dans le chat, alors, il y a des petits problèmes apparemment de connexion. Je ne sais pas si j'ai les questions ou les interventions en temps réel. Voilà, on vous dit bravo, donc je relaye les remerciements. Alors, une observation, je ne vois pas pourquoi il faudrait coopérer avec le parquet. L'enquête interne, c'est tout bénéfice pour le parquet, le travail est déjà fait. Je vais répondre, Madame la procureure, parce que si vous vous dites qu'il faut coopérer, on va dire que vous êtes partial, que vous êtes d'ailleurs, mais tandis que moi, un avocat, je vais être parfaitement impartial, c'est connu, c'est notre métier de l'être impartial. C'est une… Bref. La boussole,
la boussole, c'est l'intérêt du client. Est-ce que c'est l'intérêt du client de coopérer? Est-ce que ce n'est pas l'intérêt du client de coopérer? Est-ce que c'est l'intérêt du client, tu l'as rappelé Sophie, de faire une enquête interne? Est-ce que ce n'est pas son intérêt? Ça peut se discuter. Est-ce que c'est son intérêt de coopérer? Ça peut se discuter. Il arrive que les entreprises considèrent que ça soit leur intérêt de coopérer. Et à partir de là, et objectivement, c'est parfois fondamentalement leur intérêt de coopérer. Certes, cet outil diabolique des Américains, diabolique, mais en même temps ultra utile pour lutter contre l'impunité, parce que rappelons que sur la corruption internationale, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille dire qu'il est pour la corruption internationale dans cette salle. Eh bien, sur la corruption internationale, eh bien, on ne faisait rien, on n'arrivait à rien. Donc, les Américains, qui savent que ce sont des procédures internationales, que les faits sont extrêmement difficiles à les récupérer, ils ont dit, les amis, vous allez coopérer avec nous, vous allez faire des enquêtes internes, et ça va être formidable. Et grâce à cet outil, ils étaient les seuls à faire quelque chose sur la corruption internationale. Et nous ne faisions rien. Et on se faisait taper sur les doigts par l'OCDE, vous ne faites rien, vous ne faites rien, vous ne faites rien, vous ne faites rien. Bon, et oui, cet outil permet une lutte contre la corruption internationale. Alors, d'aucuns diront, oui, mais maintenant c'est les Chinois, maintenant c'est les Indiens, maintenant, et puis de toute façon les Américains, ils font ça par les paradis fiscaux, etc. Oui, peut-être, c'est vrai, mais bon, les Chinois et les Indiens, on ne peut pas les attraper, et les Américains, peut-être qu'ils sont très intelligents, mais en tout cas, on ne les attrape pas non plus, ou quand on les attrape, eh bien, ils se font taper sur les doigts très sévèrement par leurs autorités. Donc, oui, ça va. Oui, c'est forcément, oui, c'est tout bénef, c'était ça l'expression, tout bénef pour le parquet. Oui, mais coopérer, c'est pas s'auto-dénoncer. Et s'auto-dénoncer, attention, il y a quand même, à ma connaissance, pas une CGIP où il y a eu une autodénonciation. Aux États-Unis, quand on interroge nos confrères américains, on travaille aux États-Unis, c'est rarissime l'autodénonciation parce qu'on en fait. Alors, je sais que les autorités, c'est normal, incitent les gens à s'auto-dénoncer, c'est chacun son rôle. Mais en réalité, l'autodénonciation, c'est rarissime, y compris aux États-Unis. Et coopération, ce n'est pas autodénonciation. Donc, deux choses. Et en plus, l'incitation à l'autodénonciation, 50% de réduction du montant de l'amende, certes, mais on doit quand même payer le profit tiré de l'infraction. Donc, ça réduit en fait pas réellement beaucoup le montant de l'amende. Et c'est assez subjectif. Donc, tout ça est à apprécier. En tout cas, avant d'aller dire à ses clients de s'auto-dénoncer, même aux États-Unis, parce que ça, quand on entend effectivement les discours des autorités, ce qui est absolument normal, autodénoncez-vous, etc. Mais quand on interroge des confrères ou quand on a des dossiers, c'est rarissime qu'on vous recommande d'aller s'auto-dénoncer. Alors, le cas d'école que je donne, c'est un client qui acquiert une nouvelle société, qui se rend compte au bout de 3 mois qu'il y a une affaire de corruption, il n'a rien à voir avec les choses, et peut-être en faisant un audit, il se rend compte qu'il y a un problème. Là, ok, on peut peut-être aller penser à l'autodénonciation, mais c'est quand même quelque chose à mesurer parce qu'il y a le PNF d'un côté, mais il y a souvent il y a les autorités d'autres pays derrière, donc il y a tellement de choses à prendre en compte avant d'aller s'autodénoncer. Il y a quand même un petit peu de marge. Juste un élément de contexte en défense de l'autodénonciation, il ne faut pas se tromper d'époque. Garder les faits pour soi, c'est considérer que le secret est suffisamment puissant à l'intérieur des organisations pour que ça ne se sache pas. Et jamais. On vit à une époque, je le rappelle, de réseaux sociaux. Tout à l'heure, Mme Mesiani mentionnait à juste titre les temps ou les différences de temporalité. Ça, j'en suis convaincu. La temporalité des réseaux sociaux, de vos salariés, celle de l'entreprise, celle, pourquoi pas, des avocats, et puis celle à la fin de la justice est complètement différente.
Et donc, venir coopérer en ayant mis en place une réponse structurée pour gérer votre risque, ça me paraît être la meilleure stratégie. Alors, peut-être que ça ne fait pas plaisir par rapport aux conceptions qui ont pu être celles qui étaient défendues jusque-là, mais il faut, en tout cas pour l'entreprise, à mon sens, pleinement mesurer le risque que quelqu'un parle. Et en dépit de toutes les obligations qui pourraient peser sur cette personne, que ce soit le secret auquel est peut-être tenu un salarié, un avocat, etc. Mais quelqu'un parle et ses affaires sortent, et de plus en plus elles sortent, et elles sortent n'importe comment. J'ai envie de dire, hein, par des leaks. Voilà, c'est ça la réalité du monde dans lequel on vit. Juste pour conclure sur le sujet, je le répète, nous n'obligeons personne à faire des enquêtes internes, et nous pouvons, et nous le faisons dans la majorité des cas, développer nos propres enquêtes. Voilà, le risque pour l'entreprise, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont tous les moyens coercitifs que nous pouvons mettre en œuvre. Et à mon avis, l'un des plus risqués pour l'entreprise est qu'on va aller rechercher aussi dans ces dossiers complexes à l'international des partenaires étrangers qui vont nous aider à collecter la preuve. Maître Semna disait il y a quelques instants, c'est très difficile dans certains pays d'aller chercher des courriels qui sont souvent très, très, très recherchés pour identifier des éléments de preuve. On va aller frapper à la porte des Américains parce que tous les fournisseurs de services Internet sont chez eux et ils savent faire. Mais une fois qu'on est allé taper à la porte des Américains, ils vont vouloir part du gâteau. Voilà, c'est tous ces risques qui sont à considérer. Nous, notre travail d'enquête pénale, on sait le faire et on peut le développer, y compris de cette façon. Voilà. Ouais, juste compléter aussi, est-ce que c'est agréable d'aller voir le PNF ou l'AFA? Non. Ça, je crois qu'on est tous assez d'accord, je suis désolée, pas encore attractif quand même. Mais est-ce qu'en revanche, en matière de gestion du risque et d'assumer sa responsabilité, souvent, encore une fois, on est victime. Donc, c'est vrai qu'on est tous en train de penser que nécessairement, on s'organise tous en mode truand. Le matin, je me lève en disant, tiens, je vais piétiner les droits humains, je vais faire de la corruption ce matin. C'est rarement le cas. C'est souvent parce qu'on s'est rendu compte ou bien qu'il y avait des trous dans la raquette ou que nos systèmes avaient été détournés. Et là, bon, c'est vrai qu'on pèse le pour et le contre. On se dit, alors attends, je vais leur donner ces éléments, mais est-ce que justement, ils ne vont pas creuser encore plus loin? Est-ce que je suis sûre que c'est si propre que ça? Évidemment qu'on a toutes ces questions-là, mais à un moment, dans la balance, je crois, pour l'entreprise et dans sa capacité à se projeter, il vaut mieux ne pas attendre que ça vienne d'une autre façon. On parlait des salariés, vous parliez des autres salariés, mais pensons aux anciens salariés, pensons aux concurrents. Les concurrents, s'ils ont l'info. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la compliance, pour moi, c'est vraiment de la prévention. Donc, c'est aussi assumer sa responsabilité, sa place dans la cité, dans la société avec un grand S, de façon la plus responsable possible. Parce que sinon, nos parties prenantes, à un moment ou à un autre, nous le ferons payer. Et peut-être une autre vision, alors qui n'est pas une vision juridique, mais qui est une vision plutôt de financier. Je pense que dans une entreprise, il vaut mieux un passif certain qu'un événement exceptionnel. Je vous tiens le discours typique d'un directeur financier. Du point de vue des actionnaires, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est aussi ça que permet l'instrument qui a été introduit en droit français avec la CGIP et ce qui a été mis en place, c'est aussi d'arriver à redonner une forme de prévisibilité dans la gestion d'organisations extrêmement complexes à manœuvrer. Oui. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour vos remarquables interventions, très intéressantes. J'ai 3 questions, 2 pour Madame Medziani et une pour Madame Guillet. Je vais d'abord poser la question à Madame Guillet, vous allez laisser peut-être le temps de répondre parce qu'elle est particulière par rapport au secret professionnel. Ma question sera la suivante. Si au cours d'une perquisition, vous tombez sur un rapport d'enquête interne qui ne vous a pas été spontanément révélé et que vous voulez le saisir, un rapport d'enquête interne fait par un avocat, prendre cette hypothèse-là,
Est-ce que vous considérez qu'il est saisissable ou est-ce vous considérez qu'il est couvert par le secret professionnel en lien avec l'exercice du droit de la défense et qu'il ne serait pas saisissable dans ce cadre-là? Ou est-ce que vous considérez qu'il est lié au secret professionnel du Conseil et qu'il serait saisissable? Ça, c'est ma première question. Et deux questions pour Madame Medjani, c'est est-ce que j'ai entendu tout à l'heure que vous dites, nous, à l'entreprise, on se considère le plus souvent comme victime. Est-ce que quand vous menez une enquête interne et que vous avez le sentiment d'avoir été victime, est-ce que vous êtes dans une situation d'impartialité est-ce que finalement, vous êtes en mesure de mener une enquête à charge et à décharge? Est-ce qu'on est en droit d'attendre une enquête au sens processuel du terme? Et deuxième question, c'est est-ce que vous notifiez un droit au silence ou un droit à la possibilité d'avoir un avocat aux personnes que donc j'ai retenu le terme que vous n'auditionnez pas, mais avec qui vous avez un entretien tout à fait charmant avec des gâteaux, certaines invités, j'imagine. Alors, vous me poussez dans mes retranchements. Cette question, j'imagine, a été bien réfléchie. Alors, je crois qu'on ne peut pas attendre, s'il devait y avoir à un moment donné de la jurisprudence sur le sujet de l'enquête interne, qu'il puisse s'agir d'un arrêt de principe qui viendrait gouverner toute la matière. Parce que, alors, ça a été dit, et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a autant d'enquêtes internes que voilà, de situations qui sont portées à la connaissance des entreprises. Donc, je crois que sur une hypothèse, effectivement, de découverte des rapports d'enquête interne au sein d'une entreprise à l'occasion d'une perquisition, on entreprendrait effectivement de regarder attentivement comment le document en cause est rédigé, par qui, est-ce qu'il y a des annexes, quelle est sa temporalité, quand a-t-il été rédigé, dans quel cadre, voilà. Et ensuite, on a un examen réalisé, l'articulation d'articles du Code de procédure pénale qui protège effectivement, les documents relevant du secret professionnel de l'avocat, conseil défense, en lien avec l'exercice des droits de la défense. Et un des sujets de réflexion qui est la nôtre, c'est, nous l'avons indiqué dans le rapport, dans le guide, enquête interne AFA-PNF, c'est on souhaite que un rapport d'enquête interne soit un document factuel. Et cela a été largement détaillé, y compris on a fourni une proposition de plan, mais tout cela n'est que proposition. Nous souhaitons que soit distinguée la partie factuelle de tout ce qui relève ensuite de l'analyse juridique, des suites à donner. Voilà, donc c'est sur ce plan que peut-être on estime qu'il pourrait y avoir une appréciation de la jurisprudence, ou sur d'autres, parce que, je le répète, ce sujet de l'opposabilité finalement du secret professionnel de l'avocat est un sujet complexe. Là aussi, un droit un peu en mouvement. On a eu une réforme législative récente à laquelle nous essayons de réfléchir pour avoir des pratiques les plus fiables possibles. Donc voilà, je ne peux pas vous donner une réponse très ferme. Je crois effectivement que certains rapports d'enquête qui s'inscriraient très clairement dans un exercice de droit de défense, on n'y toucherait pas. Et peut-être que d'autres, eh bien, on aurait envie d'essayer de les prendre. Voilà. Mais je ne peux pas vous faire une réponse ferme. Je comprends qu'il puisse y avoir un débat entre nous. C'est tout à fait sain d'ailleurs. Je fais une réponse très ferme. Oui, on garantit l'impartialité. Pourquoi? Parce que ce soit on va prendre le cas du harcèlement, que ce soit un présumé harceleur ou la prétendue victime, dans tous les cas, mon intérêt est de savoir.
dans les deux cas, je vais être déstabilisée, donc je m'estime victime. Donc, j'ai tout intérêt à faire la lumière, à entendre le plus de personnes possible. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Ce qui nous prend du temps, c'est à la fois parce qu'on a construit un process très clair qui est d'entendre la victime et évidemment, nous, pour le coup, c'est systématique d'entendre le présumé harceleur. Ensuite, on prend les directs, enfin, pardon, les pairs. On prend également des gens d'autres services, on prend des personnes d'anciennes fonctions, de façon à croiser le plus d'informations possible. Donc, je suis vraiment à charge et à décharge parce que mon intérêt est vraiment d'avoir la plus claire vue de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'au départ, on ne s'est pas fait instrumentaliser. Ça nous est arrivé dans certaines affaires où finalement, c'était des règlements de compte à hockey choral, où ils se sont dit, et ça, on arrive quand même désormais avec malheureusement la pratique qu'on a, quand vous voyez que systématiquement, vous avez quasiment les mêmes éléments de langage qui ne varient pas de personne à personne, bon, ça commence quand même à sentir un peu mauvais. Dans ces cas-là, ou bien si je ne suis pas en mesure parce que je ne suis pas un arbitre, donc si la situation n'est pas claire, dans ces cas-là, c'est là qu'on va peut-être pousser par des enquêtes un peu plus poussées. Et moi, je me fais, c'est ce qui avait été mentionné à l'atelier précédent, mais on est beaucoup accompagné par des organismes comme Cali Social, puisque, je le disais, c'est un traumatisme, donc on propose systématiquement dans le cadre de nos enquêtes internes d'avoir accès à Cali Social, qui sont des psys disponibles à la fois, c'est une ligne d'écoute, ce n'est pas une ligne d'alerte. Donc, c'est une ligne d'écoute qui permettra aux collaborateurs d'être accompagnés. Victimes ou présumés harceleurs, puisque pour lui aussi, pour certains, c'est assez violent aussi à gérer. Donc oui, j'espère être à charge et à décharge, je vous le dirai dans les différentes décisions que j'aurai. Pour le moment, je n'ai pas de prud'homme. Donc, je me dis que depuis 4 ans, c'est que ce n'est pas si mauvais que ça. Ensuite, est-ce que je notifie le droit au silence? Ça a été un gros débat. On a estimé, nous, que l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur était essentielle dans cette partie-là de l'entretien. En revanche, je précise dès le départ que je ne suis pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire et que je suis bien dans le cadre de l'enquête interne. Donc, il y a par exemple une charte de confidentialité qui est signée et que je signe également. On se co-oblige. Il y a également derrière, donc dans le PV d'entretien, il est rappelé le contexte dans lequel ça s'inscrit. À la fin, on précise que dans le cadre de la procédure disciplinaire, on pourra prendre en compte les éléments qui nous ont été transmis. Donc, on a essayé de cadrer le plus possible, mais sur la notification au silence et la possibilité d'être accompagné d'un avocat, parce que ça a été débattu, on a décidé qu'on n'était pas encore dans cette phase-là. On l'est en revanche dans la partie disciplinaire. Si par exemple l'enquête interne est concluante et atteste qu'il y a eu des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement sexuel, moral, discrimination et autres, alors dans ces cas-là, il est précisé au collaborateur, lorsqu'il est convoqué à un entretien préalable, qu'il peut être accompagné. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'interventions dans le chat, mais le temps file et on ne va pas avoir le temps de tout traiter. Donc, je vous propose de laisser la parole à Madame le professeur Frison-Roche pour nous donner ses propos conclusifs de cette journée et de cette table ronde. Merci beaucoup. Donc, merci de nous avoir éclairés. Ce qui me frappe, c'est que en vous écoutant, je me demande justement qui fait quoi entre l'autorité publique et l'entreprise, puisque souvent on nous explique que la compliance, c'est finalement, alors soit on nous dit qu'on le fait depuis toujours, soit on nous dit que c'est très nouveau, ça dépend de l'humeur souvent des intervenants, mais souvent on nous dit c'est une sorte d'économie pour les États qui n'ont pas de moyens et puis qui ont d'autres priorités de faire le travail par l'entreprise. Et donc, ce qui ressort souvent en vous écoutant, c'est qu'on se demande où est le rôle de chacun, parce que je me souviens que Mathieu a choisi de consacrer 2 jours à ce sujet pour savoir où était l'avocat, où est le rôle de l'avocat. Parce qu'une fois qu'on a l'avocat, en quelque sorte, on sait où sont les droits de la défense, puisque quand il y a un avocat, normalement, il y a les droits de la défense. Et à vous écoutant, on voit plutôt quel est le rôle de chacun entre l'entreprise et l'autorité publique.
autorité publique a un rapport moins naturel avec les droits de la défense et l'entreprise, pas forcément non plus, puisque l'entreprise va être plutôt guidée vers l'intérêt qu'elle va avoir de s'arranger directement avec l'autorité publique. Alors, dans le rôle de chacun, il y a d'abord l'idée qu'il faudrait que chacun reste à sa place. Ça a été dit tout de suite par exemple, Madame Gillet, qui a dit « Je serai plus à l'aise dans l'enquête pénale ». Pourquoi me fait-on parler des enquêtes internes? Puisque moi, mon métier, c'est l'enquête pénale. Mais elle l'a bien expliqué que l'enquête interne, dont elle a par ailleurs parfaitement bien parlé, ça lui est assez naturel, elle y touche assez volontiers parce que c'est tellement efficace. Et elle a d'ailleurs pris acte, souvent M. Bonner le fait aussi, de l'inefficacité du pénal. Donc, puisque le pénal est inefficace, notamment à l'international, alors, faute de grive du droit pénal, on va manger le merle qui est l'enquête interne, et donc le parquet, naturellement, va s'intéresser à ça. Et donc, pourquoi pas? Mais alors à ce moment-là, éventuellement, ça a été un long débat depuis ce matin, puisqu'il en est ainsi, il faudrait nous donner les droits de la défense éventuellement aussi. Dirait un avocat qui poserait une question, par exemple. Donc, dans le rôle des autorités publiques, ça a été très présent. Là, on a aussi cette idée comme quoi il faudrait que le rapport se fasse directement avec l'entreprise, plutôt sous une forme d'engagement et de collaboration. Et là, mais j'ai dû pas bien entendre. Vous avez dit, Madame le procureur, vous avez dit, il y a dans ce sens, mais je cite, mais peut-être j'ai pas bien entendu, il y a un engagement ferme dans les lignes directrices du PNF. Vous avez dit ça, et ce matin, le procureur a bien rappelé que les lignes directrices du PNF n'engagent pas le PNF. Mais j'ai dû pas bien entendre. Et donc, j'attends, comme tout le monde, qu'il y ait un peu de jurisprudence, que les juges du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou de la Cour, enfin bref, un juge, quoi, nous disent si ça engage ou si ça engage pas, parce que ça change un peu le droit, puisque ça nous a été rappelé, il y a quand même un peu de droit. Il n'y a pas que de la pratique, il n'y a pas que des bonnes relations, il nous faudrait un peu de droit. Alors après, je dis le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise, ça nous a été tout à fait bien décrit aussi, par exemple par Lydia Mezzani, qui nous a dit, et tout le monde en était d'accord, il y a de l'autorégulation, c'est l'entreprise qui a tout intérêt à savoir et qui s'autorégule. Et puis, elle doit prouver, là, il y a eu l'exemple chinois qui a dit, bon, ben, je prouve quoi? Je prouve que je fais mes meilleurs efforts quand je peux, et puis quand je tombe sur la Chine, là, quand même, à l'impossible, nul n'est tenu, donc je dis que je ne peux pas faire ce que l'on attend de moi. Donc, on voit bien quel est le rôle de chacun par nécessité, conscient de ses propres incapacités, va se rapprocher l'un de l'autre, on voit moins bien où est l'avocat, et il va y avoir une articulation du comportement de l'un par rapport à l'autre. Et là, tout le vocabulaire est venu, c'est un vocabulaire extrêmement courant en compliance, qui va être la collaboration, la concertation, la co-construction, et vous l'avez dit par une expression parfaite, Madame Mezzani, on se co-oblige, Pourquoi pas? Je ne suis pas forcément sûre qu'on soit à égalité de force entre les co-obligés. Quand vous êtes celui qui va être possiblement sanctionné et que vous êtes face à l'autorité, ou que vous êtes l'entreprise et que vous êtes face au parquet national financier, ou bien, puisqu'on n'en parle pas ici, mais vous savez, quand vous êtes face au président de l'autorité des marchés financiers, ou bien face à l'étranger, et qu'on vous dit, cher ami, voulez-vous vous co-obliger? Je ne sais pas, mais me dit que, ouais, ça doit y avoir. Voilà. Ça s'appelle le droit très, très souple.
Voilà. Et donc, dans cette co-obligation faite dans la bonne humeur et la bonne foi, il va y avoir donc la récompense. Et la récompense contre cette bonne humeur entre gens de bonne compagnie dans des bonnes pratiques, c'est la clémence. Et ça, c'est très net. La clémence, c'est du droit de la concurrence. Vous avez tout à fait eu raison de citer ça, maître. La clémence, c'est un outil extrêmement efficace en droit de la concurrence et dans les lignes directrices dont on fera sans doute grand état demain aussi, dans les lignes directrices, le parquet national financier, dont on sait qu'il ne crée pas de droit, a expliqué très clairement qu'il y avait de la clémence avec les barèmes qui sont tombés, etc. Mais attention, ça ne crée aucun droit, alors que nous avons désormais de la clémence en plein droit pénal. Donc, nous avons désormais un mécanisme de clémence et de l'autre côté, vous avez de l'autorégulation. Donc, pourquoi? Ça vous a été aussi très bien expliqué et moi, je trouve qu'il nous faudrait peut-être un peu de règles de droit. C'est pour ça que j'attends de la jurisprudence parce qu'on nous dit, bon, il y a le droit d'un côté, mais bon, il est quand même très rigide, puis c'est du vieux droit. C'est des droits de la défense, c'est des pénalistes qui sont quand même un peu de l'ancien monde. Après, il y a des gens qui connaissent le business, les besoins des affaires, les Américains, enfin, il y a des gens modernes. Et puis, de toute façon, il y a des contraintes, mais bon, en réalité, la porte est ouverte. Nous nous co-obligeons, nous sommes entre personnes qui comprennent les exigences du monde, et puis c'est la pratique. Et donc, dans la pratique, les textes, on les oublie un peu, c'est la pratique des bonnes relations qui fait qu'en réalité, ça se passe bien. Si on lisait les textes comme ça, bon, ben, ça ne se passerait pas bien. Parce que, par exemple, bon, ben, on voit qu'il y a des droits de la défense qui n'existent pas du tout dans les textes, hein, dans ce qu'on lit. On lit les lignes directrices, on voit que le barreau dit exactement le contraire de ce que disent les autorités de poursuite, qui disent exactement des choses qui changent complètement l'état du droit par rapport à la loi. Mais bon, ça, il ne faut pas se prendre la tête. Il n'y a que les professeurs de droit qui lisent les textes de loi ou des choses comme ça. Bon, mais ceux qui sortent enfin la tête des livres, regardent les pratiques. Et dans la pratique, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce qu'on a des bonnes relations. On se connaît très, très bien. Les avocats connaissent très bien les procureurs qui connaissent très bien les juges et les entreprises savent très bien quels sont les intérêts. Donc, ça se passe très, très bien parce qu'en réalité, on ne les applique pas. Les textes, on ne les applique pas. Tout ça se passe entre gens de bonne compagnie. Moi, je me dis quand même que des systèmes dans lesquels vous avez le droit d'un côté et puis la pratique de l'autre, ou parce qu'on se connaît bien, qu'on est dans un milieu assez petit, où tout le monde se connaît, et qu'on n'applique pas les textes, eh bien, du point de vue état de droit, ça pose quand même un sujet. Et c'est pas que j'aime pas la compliance. Oh, si, j'aime beaucoup la compliance. Mais j'aimerais qu'il y ait quand même un peu de point de contact. Un peu de point de contact avec les droits de la défense. Excusez-moi de revenir au sujet, mais c'est le sujet des 2 jours. Le sujet des 2 jours, ce n'est pas les avantages et inconvénients de droit de la compliance. Ça aussi, moi aussi, je pourrais vous les faire pendant les 2 jours. Il y en a plein. Le sujet que vous avez choisi, c'est les droits de la défense. On pourrait très bien dire qu'on peut s'en passer des droits de la défense. Ça peut très bien être soutenu. Vous avez posé comme sujet que ça serait bien qu'il y en ait, parce qu'il y a des personnes à la fin qui risquent des choses assez importantes et que dans l'état de droit, peut-être pas en Chine, je n'en sais rien, mais en tout cas aux États-Unis et en Europe, on considère encore que les droits de la défense doivent être conservés. Et pour qu'ils soient conservés, c'est assez difficile de dire que, en pratique, de toute façon, en réalité, on va trouver des solutions efficaces et qui conviennent à tout le monde, en pratique. Et puis, on ne va pas s'arrêter et se prendre la tête avec des textes. Je crois quand même qu'il faudrait trouver dans les textes des moyens de résoudre soit des contradictions qui sont flagrantes, soit bénéficier du fait qu'ils ne sont encore pas très fixes, puisque nous passons d'édition en édition, en édition, en édition, et se dire demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand on dit simplement, mais tout le monde fait ainsi, bon ben là, vraiment, on n'est pas content. C'est tout ce qu'on a dit sur cette
disons, ce dysfonctionnement majeur qui a été de prendre plein d'informations au terme d'un arrangement sur la personne morale avec des faits qui donnaient toutes les preuves et ensuite de dire à la personne physique, tiens, à propos, vous savez que ça ne vous concerne pas, vous allez maintenant en répondre, voilà, de droit, toutes les présomptions d'innocence, mais les faits sont ce qu'ils sont. Ça s'appelle un dysfonctionnement majeur. On peut dire, on n'est pas content. Oh non, vraiment, on n'est pas content. Je veux bien qu'on soit dans une cour de récréation. Disons, on va dire que c'est le droit de la compliance qui est dans l'état d'enfance. On va dire ça. Et non pas les personnes impliquées, les juristes. Mais disons, demain. Demain, on voudrait que cela grandisse. Donc, je viens à la fin de ma première journée. Et puis, demain, j'attends la justice négociée. L'état de maturité de la justice négociée. Parce que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que il faut prendre les avantages de ce qui me semble être l'immaturité de l'enquête interne, dont j'avais pour ma part pas conscience. Parce que qu'est-ce que j'avais fait? Étant professeur, j'avais pris connaissance des enquêtes internes dans les articles, où on m'avait expliqué dans les articles que tout se passait très, très, très bien, que les droits de la défense étaient parfaitement respectés, qu'on disait toujours que les personnes avaient le droit absolu de ne pas s'auto-incriminer. C'est ce qu'il y a marqué dans les articles de doctrine. Parce que moi, je lis le recueil d'Alloz, enfin, des choses comme ça. Je lis aussi les guides, je lis tout. Je lis ce que disent les avocats, je lis ce que décrit le PNF, je lis les guides de l'AFA, je lis tout ça. Et quand je lis, ça se passe très, très bien. Quand j'écoute une journée où on me dit comment ça se passe, on me le dit, on me raconte des histoires tout à fait différentes. Mais je me dis, le sujet est encore en débat. Et je me dis, il ne faut pas voir ça comme un dysfonctionnement. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais je me dis, quelle marge de manœuvre pour demain? Pour demain, on va peut-être y avoir quand même soit de la jurisprudence, soit des discussions entre des autorités de poursuite et puis des entreprises potentiellement poursuivies qui vont quand même commencer par admettre une chose, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur les définitions même de base. Parce que dans la journée, j'ai écouté des définitions élémentaires qui étaient contradictoires, suivant qu'il s'agissait d'un avocat qui parlait, ou bien d'une autorité de poursuite qui parlait, ou bien d'une entreprise qui parlait. Les catégories de base ne sont pas les mêmes suivant la personne qui parle. Et on me dit, ce n'est pas grave parce que là, c'est du social. Ce n'est pas grave parce que là, c'est de la concurrence. Ce n'est pas grave parce que là, c'est du financier. Et on m'a dit, ça n'existe pas le droit des enquêtes internes. Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait le créer alors, parce que s'il n'existe pas de droit des enquêtes internes, c'est quand même un sujet pour les systèmes juridiques. Il vaudrait mieux qu'il existe un droit des enquêtes internes. Et donc, j'en passe simplement au menu de demain, si je peux me permettre en tant que consommateur de demander le menu de demain. Car ma première conclusion de la journée, c'est qu'il faut tirer avantage du fait de cette immaturité, puisque désormais, j'attends, moi, qu'il y ait des définitions générales sur l'enquête interne, parce que tant que je n'aurai pas de définition générale sur l'enquête interne et qu'on me dira on verra ça au cas par cas, et puis de toute façon, peu importe les textes, parce qu'on s'entend très bien en pratique, je me dis quand même qu'il y a de telles marges de progrès que j'attends avec impatience demain. Et dans le menu de demain, eh bien, je vois que la méthode, c'est celle du dialogue, d'un dialogue qui est contradictoire, puisque les textes sont co-construits. Et lorsque la coopération est revendiquée, avec quand même le droit de ne pas coopérer, le droit de ne pas avoir exploité le matériel que l'on a apporté au débat, le droit de contact à ce moment-là va peut-être éventuellement se passer, avec quand même une intuition qui a été tout à fait admise par chacun, notamment par les autorités de poursuite, de façon très claire. C'est que le sujet enquête interne et le sujet justice négociée sont totalement inséparables. C'est ce que vous avez parfaitement bien dit, et que les droits, les deux, justice négociée et enquête interne, doivent absolument être pensés ensemble. Et quand on les pense ensemble, et non pas d'une façon séquencée, non pas d'une façon autonome, ça a un effet direct sur les droits de la défense,
Donc, merci et à demain. Non, je ne sais pas si c'était volontaire, mais effectivement, je ne peux que avoir envie de réagir à ces propos. Premièrement, nous avons défini l'enquête interne dans le guide AFA-PNF, c'est en page 6, et nous avons défini ce que nous souhaitons être une enquête interne, effectivement. Mais nous constatons qu'en pratique, la réalité n'est pas toujours celle-ci. Par ailleurs, je n'ai pas dit que les lignes directrices présentaient un caractère impératif ou normatif. J'ai au contraire dit qu'elles étaient le reflet de notre... Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites qui, je crois, soit trahissent la pensée que j'ai pu avoir ou celle du parquet national financier, qui sont, à mon avis, un peu trop à charge sur l'outil, sur la façon dont il est appliqué. Voilà, donc je pense que les échanges de demain peut-être permettront de rééquilibrer tout cela. Et ce qui est bien certain en revanche, c'est que le parquet national financier fait des enquêtes pénales. Et si effectivement ce pan de justice négocié, quelle que soit la façon dont on l'appelle, ne paraît pas opportun, ne paraît pas suffisamment solide juridiquement, on pourra effectivement recentrer nos interventions dans le champ pénal. Mais je crois que ce serait un retour dommageable dans le passé et dans des errements qui nous ont déjà coûté cher. Voilà, donc je pense que l'ouverture pour les échanges de demain est faite et que ce sera sûrement très intéressant.